Donc on m'a demandé de venir vous parler de la résistance des varroa aux acaricides de synthèse. L'étude que je vais vous présenter, elle a été en grande majorité faite par ma collègue Gabrielle Almessija, qui a fait sa thèse entre 2018 et 2021, donc merci à elle pour tous ces éléments. J'en profite, tous ces résultats ils sont également résumés dans un document qui vous est disponible au fond de la salle, qui permet de synthétiser toutes les études que je vais vous présenter. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit point sur le contexte de l'étude. Donc, je vais vous rappeler un petit peu comment ça se passe au niveau du varroa. Je pense que tout le monde est au courant, mais ça fait une piqûre de rappel pour tout le monde. Comment on fait pour établir l'évaluation des résistances sur l'amitraze tofluvalinate en France? Influence sur l'efficacité des médicaments. Et enfin, quel avenir pour la lutte contre le varroa? Donc ça sera pour pouvoir ouvrir et voir un peu quelles sont les méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour continuer la lutte. Donc le varroa destructor, c'est un acarien parasite de l'abeille. Je ne vous le représente pas, c'est lui qui est là. Il s'agit d'un acarien qui est originaire d'Asie, donc qui est d'abord parasite de Apis cerana, l'abeille asiatique. Il est passé chez Apis mellifera au début du XXe siècle et ensuite il s'est répandu à travers le monde dans les années 60-70. De proche en proche, il y a deux écotypes majoritaires qui se dégagent dans le monde. L'écotype japonais qui est présent majoritairement sur tout le continent américain et l'écotype coréen qui lui est plutôt présent en Asie et dans toute l'Europe. Hop. Il se nourrit des corps gras de l'abeille adulte, ainsi que des nymphes et des larves, ainsi que de l'hémolymphe. Donc, il est présent très majoritairement dans le couvain, puisqu'il se décompose en deux phases. Donc, la phase de phorésie, phase de dispersion, où il se trouve sur le dos des abeilles adultes. Donc, il va pouvoir se déplacer, se nourrir sur cette forme. C'est là aussi où il va pouvoir contaminer d'autres colonies et passer de colonie en colonie pour pouvoir se répandre et se multiplier. Et une deuxième phase de reproduction qui se trouve donc, elle, dans le couvain, qui lui permet de se reproduire. Comment ça se passe? Le varroa qui se trouve sur l'abeille adulte se décroche, se laisse enfermer au moment de l'operculation dans le couvain, et ensuite il fait sa phase de reproduction. Donc la fondatrice qui est mature sexuellement va pondre un premier œuf, qui est l'œuf de mâle, puis ensuite il va succéder des pontes d'œufs d'ouvrières. Le mâle va copuler avec ses sœurs, avec les futures fondatrices. Donc la phase de reproduction se passe à ce moment-là. Le brassage génétique se fait lorsqu'il y a plusieurs fondatrices qui vont se laisser enfermer dans la même cellule. Et ensuite, il va y avoir donc multiplication des varrois. On estime que le succès reproducteur de varroa est de 1,4 dans le couvain d'ouvrière et plutôt de 3 dans le couvain de mâle. C'est pour ça qu'on a une phase de croissance exponentielle au sein de nos colonies d'abeilles lorsqu'on a une progression des populations de varroa en son sein. Le varroa destructeur, il engage un affaiblissement de nos colonies d'abeilles et il permet la diffusion et la prolifération de maladies opportunes telles que les virus, et c'est ce qu'on appelle la varroise. C'est bien l'affaiblissement de la colonie par la présence en surpopulation du varroa dans cette colonie d'abeilles qui permet l'apparition de maladies qui deviennent pathologiques, telles que les virus, et notamment le virus des ailes déformées, qui va s'exprimer au moment où les abeilles sont le plus affaiblies. Donc, les varrois percent la cuticule pour se nourrir, ça donne des zones d'entrée favorables à l'accès des virus aux abeilles et à leur développement. À l'échelle individuelle, les varrois vont se nourrir des corps gras, donc on va avoir un affaiblissement du système immunitaire de nos abeilles, ce qui va entraîner donc une sensibilité plus importante à ces différents virus, et une diminution globale de l'espérance de vie de nos abeilles, donc de la longévité. Elles vont également moins travailler et travailler moins efficacement au sein de la colonie, donc elles vont passer moins de temps aux tâches, et du coup on va avoir une diminution de l'activité globale de nos abeilles pour le bien de la colonie. Évidemment, ils sont vecteurs de virus,
Ils sont vecteurs notamment du virus des ailes déformées, du CVPV, etc. Excusez-moi. À l'échelle de la colonie, on va avoir une diminution de la productivité, donc de notre production de miel, et également un effondrement hivernal avec une mortalité accrue lorsqu'on a une surprésence des populations de varroa au sein de nos colonies d'abeilles. Ça, vous connaissez, c'était juste un rappel. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de lutte contre ce fléau? D'un point de vue médicamenteux, il existe 6 substances actives qui sont utilisées en apiculture et qui sont autorisées. Le thymol, l'acide oxalique et l'acide formique sous différents médicaments pour la partie apiculture biologique, et le flumétrine, le tofluvalinate et la mitrase qui sont autorisés en apiculture conventionnelle. Donc ces 6 molécules sont présentes dans plus d'une dizaine de médicaments qui sont disponibles donc, pour la lutte. Donc là, je parle bien de lutte médicamenteuse et pas de lutte zootechnique, retrait de couvain de mâles, etc., qui peuvent être complémentaires à la lutte médicamenteuse. Actuellement, si on fait un état des lieux de l'utilisation des médicaments, notamment en Europe, donc ça c'est une étude qui date de 2022, donc il y a différentes substances actives qui sont utilisées en Europe et différentes mises en œuvre galéniques de ces médicaments qui sont utilisés à travers l'Europe. Toutes ne sont pas autorisées dans tous les pays, comme par exemple le Coumaphos que vous avez, le Coumaphos que vous avez en jaune ici est strictement interdit en France, par exemple. Ensuite, vous avez l'utilisation d'amitrase sous forme de fumigation, qui est également interdite chez nous. Donc, ce qui nous a permis de différencier 3 clusters, 3 zones où il y a des utilisations qui sont différentes à l'échelle européenne. Donc pour le cluster qui nous intéresse, le cluster vert, on voit que très majoritairement, ce qui est utilisé, c'est de l'amitrase sous forme de lanière. Et même à l'échelle européenne, c'est la principale substance active qui est utilisée à l'échelle européenne pour la lutte contre le varroa, que ce soit sous forme de fumigation ou sous forme de lanière. Voilà, donc on en est là au niveau de l'état des lieux sur l'utilisation des médicaments en France et en Europe. Donc un extrait de la santé de l'abeille, donc la revue de la FNOSAD, qui tous les ans effectue des mesures d'efficacité des médicaments vétérinaires à l'échelle nationale pour avoir un contrôle de ce qui se passe dans nos boîtes au moment où on met nos lanières dans les colonies. Donc ce qui apparaît, alors comment ça se passe? Vous en faites peut-être partie, des apiculteurs volontaires mettent en place des médicaments au sein de leur colonie et ensuite ils effectuent des comptages tout au long de la période de traitement. Donc c'est assez fastidieux, assez chronophage. On met des langes graissées sur les ruches et tous les 2 à 3 jours, on vient compter le nombre de varroa qui chutent tout au long de la période de traitement. Donc ça permet d'avoir une mortalité globale lors de la traitement, exhaustive, et ça nous permet de définir aussi des cinétiques de chute lors de ces contacts, donc de voir la rapidité, l'efficacité dans un premier temps, c'est-à-dire le pourcentage de varroa qu'on va faire tomber pendant toute la période de traitement, ainsi qu'une cinétique de chute. À l'issue de la période de traitement, on change de molécule et on vient mettre un autre médicament avec une autre molécule, ce qui nous permet de faire chuter l'ensemble des varroa résiduels, ceux qui n'ont pas été impactés pendant la période de traitement. La somme, le nombre de varroa qui sont tombés pendant la période de traitement divisé par la somme des varroa qui sont tombés pendant la période de traitement ainsi que pendant la période de contrôle nous permettent de mesurer l'efficacité totale à la fin de la période de traitement. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une baisse d'efficacité globale des médicaments vétérinaires sur la période 2016-2018. Donc globalement, on passe sur la PIVAR de 96 à 85%. On va voir l'impact que ça a sur les colonies d'abeilles par ailleurs. Et on a également, ce qui est intéressant de voir, c'est une baisse de la cinétique de chute également. C'est-à-dire qu'on a moins d'efficacité, mais en plus, on a une baisse de la cinétique de chute. Les varroa chutent moins vite, ce qui est moins intéressant quand on met en place des traitements. L'idée, c'est vraiment d'aller très vite, de faire chuter très vite nos varroa pendant cette période-là, pour se retrouver avec des colonies d'abeilles qui sont vraiment exemptes de varroa, avec des taux de varroa les plus bas possibles pour préparer nos abeilles d'hiver, pour pouvoir passer l'hiver correctement, et limiter les pertes hivernales de nos colonies d'abeilles. Comment ça marche? Donc, une des explications qu'on peut expliquer pour la perte d'efficacité de nos médicaments vétérinaires peut être
une résistance des varroa à ces acaricides de synthèse. Comment marchent ces résistances? En fait, on se retrouve dans une population globale, une population naturelle. On va avoir des individus qui sont plus ou moins sensibles à la substance qu'on va leur confronter. Globalement, on va tuer très facilement les individus sensibles, on va tuer assez rapidement les individus qui présentent une sensibilité moyenne. Par contre, les individus les moins sensibles, les plus adaptés aux médicaments vont résister, se multipliant entre eux, et on va exercer donc une pression de sélection sur cette population de varroa. Donc, in fine, on va déplacer la résistance globale de notre population vers la droite et donc vers des individus qui sont moins sensibles. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme type de résistance pour l'ensemble des insectes et de tous les types de ravageurs que l'on souhaite détruire? Il existe des résistances comportementales. Donc là, ça va être par exemple des comportements d'évitement de la substance. Les varroa vont pouvoir éventuellement détecter un type de médicament et pouvoir éviter la lanière, par exemple, on peut supposer ça. Et ce qui va lui permettre de survivre plus longtemps, de se multiplier et donc de diminuer l'efficacité de nos médicaments. Il peut exister des résistances physiologiques. Donc là, c'est à l'échelle moléculaire. Typiquement, on peut envisager un épaississement de la cuticule de nos varroa qui vont permettre de résister plus facilement à des acides, par exemple. Donc si des varroa possèdent une cuticule plus importante, on peut imaginer qu'ils seront plus résistants à certains médicaments et donc qu'on va avoir une baisse de l'efficacité de ces médicaments-là. Elle peut être métabolique, donc là on est à l'échelle intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle va permettre l'acarien va ingérer la substance, par contre il va être en capacité de se détoxifier, c'est-à-dire de métaboliser la substance et de l'évacuer, sans pour autant en mourir, ce qui va également diminuer l'efficacité de nos médicaments. Et enfin, ça peut être une mutation de la cible. Donc la cible des médicaments, c'est une protéine. Typiquement, sur les molécules acaricides de synthèse, ce sont des neurotoxiques, donc ce sont souvent des neurones, des protéines sur les neurones. Donc une mutation de la cible, ça va se traduire par une mutation de la forme de la protéine cible. Du coup, la clé qui est notre médicament va plus rentrer dans la serrure qui est la protéine cible et on va avoir une baisse d'efficacité de nos médicaments. Donc ces 4 types de résistance peuvent se retrouver sur les ravageurs que l'on souhaite détruire. En termes de varroa, il y a 2 résistances qui ont été identifiées et décrites, qui sont les résistances de type métabolique et des mutations de la cible. Donc je répète, métabolique, c'est vraiment la détoxification. Là, le varroa ingère la substance et est en mesure de la métaboliser, de la détruire avant qu'elle ne le tue, ce qui lui permet de se reproduire quand même. Et ensuite, mutation de la cible, donc c'est vraiment, je modifie la serrure, ce qui ne me permet plus de détruire le varroa. Donc ça a été notamment décrit il y a un certain temps pour le tofuvalinate. Donc une fois qu'on a défini ce qui pouvait arriver, l'idée c'est de pouvoir définir quelles sont ces populations qui sont résistantes, comment on fait pour phénotyper ces populations qui sont résistantes aux différentes molécules, aux différents médicaments. En ce qui concerne le tofuvalinate, Milani en 1995 a développé des tests phénotypiques qui permettent de mesurer les concentrations létales pour les populations d'abeilles. Donc ça nous permet de définir objectivement si une population est résistante au tofuvalinate ou pas. Pour définir ce test, néanmoins, il nous faut trouver dans l'environnement des populations sensibles, c'est-à-dire qu'on va, excusez-moi, décidément, on va identifier une population sensible. Une population sensible, c'est quoi? C'est une population qui soit n'a jamais vu le produit, difficile à trouver, soit des populations qui n'ont pas vu le produit pendant une durée très longue, plus de 5 ans. Donc ça se trouve, on arrive à le trouver notamment sur le tofuvalinate. On a des populations en Suisse ou des populations en Outre-mer qui nous permettent de travailler sur ces problématiques. Du coup, on définit ce qu'on appelle une dose-réponse, une courbe dose-réponse, c'est-à-dire qu'on va tester la population à différentes concentrations de notre médicament, de notre substance active plus précisément.
ce qui va nous permettre d'avoir une courbe réponse entre la concentration de notre médicament et la proportion de varroa en contact de cette substance active qui va mourir. Donc là, en bleu, on obtient une population dite sensible, ce qui nous sert de référence pour tester les autres populations. Donc on va avoir, si on a un décalage de cette courbe vers la droite, c'est-à-dire que plus il nous faut de substances actives pour tuer la même quantité de varroa, on va avoir un décalage vers la droite, et donc on va identifier une certaine résistance dans notre population à cette substance active précise. Il existe des tests enzymatiques sur la partie... donc ça, on a phénotypé une population résistante, mais ça n'explique pas quel type de résistance est présente dans la population. Donc il existe des tests enzymatiques pour mesurer la partie résistance métabolique, donc détoxification. Donc ça, c'est des tests enzymatiques qui existent depuis 2005. Je galère. Et enfin, il existe des tests moléculaires qui, là, sont là pour déterminer si une population présente des individus qui présentent une mutation de la cible. Là, on est dans un cadre de mutation, ce qui nous permet de définir sur la partie mutation des populations résistantes dues à ce type de mutation. Sur le tofluvalinate, elles existent depuis un petit moment. Et il existe plusieurs mutations qui ont été identifiées. En Europe, la mutation majoritaire que l'on retrouve, c'est la L925V. Bon, peu importe, ce qui est important de se souvenir, c'est que dans le monde, il a été identifié plusieurs mutations. Donc pour la protéine cible du tofluvalinate, qui se trouve pareil dans les neurones, il existe plusieurs mutations qui ont été identifiées, et on voit qu'on a une grosse diversité de ces mutations en Europe et aux États-Unis. Grosse diversité, grosse hétérogénéité, notamment aux États-Unis. Donc les mutations existent et elles sont bien présentes dans ces différentes régions. Comment on fait les tests phénotypiques pour déterminer si les populations sont résistantes aux médicaments, enfin la substance active, ou pas? Donc c'est une méthode qui a été améliorée de la méthode de Maggi en 2008. On prend la substance active, on va faire des préparations de cette substance active à différentes concentrations qui vont être dissoutes dans l'hexane, et on va contaminer des boîtes de pétri à ces différentes concentrations. Donc on va avoir plusieurs boîtes de pétri à différentes concentrations de notre produit. Évidemment, on va faire des boîtes témoins qui sont à base d'hexane, qui est la solution de dissolution de notre substance active. Ensuite, on va récupérer des varrois. Donc comment ça se passe? On a des partenaires qui sont les ADA, les vétérinaires, les apiculteurs eux-mêmes, qui nous envoient des couvains, donc principalement, enfin plus facilement, c'est plus facile pour nous de travailler sur des couvains au stade nymphe, qui vont nous envoyer des morceaux de couvains infestés de varroa. Ensuite, ces varroa, on va les récupérer. Donc, on va découper le couvain, on va récupérer les varroa matures, les fondatrices matures, et ces varroa, on va les mettre en contact dans les boîtes de pétri à ces différentes concentrations. Donc il faut qu'on prenne des varroa matures. On fait à peu près, pour avoir un test valide, 4 réplicas de 15 varroa, ce qui nous donne à peu près 60 varroa par concentration testée. Une fois qu'elles sont dans ces boîtes de pétri où se situe la molécule à différentes concentrations, on va les laisser en contact pendant 1 heure. Donc là, ils sont maintenus à une température de 30 degrés. 1 heure en contact avec la substance active. Ensuite, on va les retransférer dans des boîtes qui sont non contaminées pour les conserver pendant 24 heures. Et pendant cette période, elles sont alimentées à l'aide de nymphes où elles vont pouvoir se nourrir. Une fois qu'elles ont passé ce temps de 24 heures, on va revenir et on va faire des comptages et on va compter la mortalité des varroa à l'issue de ces 24 heures de cette période de latence. Donc l'idée, c'est de pouvoir déterminer déjà si notre boîte témoin elle est valide, c'est-à-dire qu'il nous faut moins de 30% de mortalité sur la boîte témoin pour valider le test. Si on a moins de 30% sur la boîte témoin de mortalité, ça veut dire que les conditions d'expédition, etc.,
n'ont pas endommagé nos varrois et que le test peut être pris en compte. Ensuite, on va compter le nombre de varrois morts sur les autres concentrations et ça va nous permettre de donner un résultat de résistance, de savoir si les varrois sont résistants ou non, enfin un phénotype résistant ou sensible à la substance active que l'on a testée. Donc c'est là où on vient faire la comparaison avec nos populations de référence qui sont des populations sensibles. Et en fait, le choix a été fait pour cette méthode-là de se référer à la concentration, la CL50, c'est la concentration létale à 90%, c'est-à-dire que ça représente la concentration de notre produit où, sur notre population sensible, 90% des varrois sont morts. Donc c'est un choix, hein. Il peut y avoir d'autres concentrations discriminantes qui peuvent être prises en compte. Des fois c'est CL99 ou alors ça peut être la CL à 2 fois 99. Bon, ça dépend des choix qui sont faits. Dans notre cadre, c'est vraiment la CL90 qui a été pris en compte. Donc vous avez les concentrations des produits qui sont utilisés pour cette CL90 et ça permet de déterminer si une population est résistante ou pas. L'étude de Amessiger en 2020 a permis de définir que la méthode était bien répétable et reproductible. Et donc 3 classes de sensibilité ont été déterminées suite à cette étude. Donc, si dans nos boîtes de pétri, on a à la CL90, on a plus de 75% des varrois qui sont morts, on est sur une population qui est sensible. La substance active a bien un effet suffisant sur la population de varrois qui est mise en contact. Si on est entre 40 et 75% de mortalité, on est sur une mortalité, sur une résistance modérée, donc il se passe quelque chose, il commence à se passer quelque chose. Et si on est à une mortalité qui est inférieure à 40%, en fait, on est sur la mortalité dite témoin, dite naturelle. Donc, on a une résistance forte, c'est-à-dire que le médicament n'a plus du tout d'effet sur la substance active, n'a plus d'effet sur la population de varroa testée. Pour exemple, donc on a isolé une population dans un rucher et on a testé sur la mitrase, dans ce cadre-là, la diminution d'efficacité des médicaments vétérinaires, enfin la diminution, l'augmentation de la mortalité, la diminution de la mortalité sur la substance active sur cette population de varroa entre 2018 et 2023. Donc on voit que sur une population isolée, on a bien une baisse de la mortalité de nos varrois face à la CL90 et on se retrouve au bout de 5 ans avec des populations qui sont résistantes à la mitrase. On s'appuie également, donc là c'était sur une population isolée, on a récupéré pendant cette même période des varrois issus de plus d'une centaine de populations en France, donc entre 2018 et 2023. Sur la mitrase, on a 108 populations qui ont été testées, et sur le tofluvalinate, on a 87 populations qui ont été testées. Donc en rouge, on a les résultats pour la mitrase, et en bleu, on a les résultats pour le tofluvalinate. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation, enfin une diminution de l'efficacité de la mitrase sur les populations de varroa en France, une diminution également sur le tofluvalinate qui est moins marquée. Alors pourquoi c'est moins marqué? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance au tofluvalinate, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais le tofluvalinate, comme on l'a vu au début de la présentation, est moins utilisé en France notamment que la mitrase, et du coup le fait qu'il soit moins utilisé, on a moins de pression de sélection qui fait que on a une population qui reste plus ou moins sensible pendant cette période. On a aussi, ces tests nous ont permis aussi de comparer la mortalité de ces varrois, de ces populations de varrois dans des ruchers issus d'exploitation conventionnelle et en ruchers bio. Donc l'idée, c'était, puisqu'ils sont en bio, il y a peu de chances, moins de chances déjà qu'ils sont en contact avec la substance active acaricide de synthèse. Donc ça nous permettait d'avoir une population dite de référence. Donc
à gauche, vous avez le résultat sur le tofluvalinate et à droite sur l'amitrase. Et à chaque fois, le premier résultat, c'est issu des apiculteurs bio et le deuxième résultat sur les apiculteurs en conventionnel. Donc pas de différence significative sur l'efficacité, enfin sur la mortalité et sur le tofluvalinate. Par contre, on a une différence significative sur les populations testées à l'amitrase entre les bio et les conventionnels. C'est-à-dire qu'on a les populations de varroa qui sont issues des apiculteurs bio sont plus sensibles que les populations de varroa qu'on retrouve chez les apiculteurs en conventionnel. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est que là, on a une efficacité qui est moindre sur l'amitrase versus les apiculteurs bio. Il se passe quelque chose. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc vous avez à gauche un état des lieux des populations, des résistances des populations là, sur l'amitrase. Je vais vous présenter pour le tofluvalinate en suivant. Sur la population, donc en 2020, à la fin de la thèse de Gabriel, qui a été publiée, et les données non publiées qui recouvrent la période 2018-2023. Donc on voit qu'on a une très grande hétérogénéité des populations de varroa sur le territoire. C'est-à-dire que dans une région donnée, on peut avoir des populations qui sont sensibles, des populations qui sont résistantes. Et on a aussi une évolution dans le temps de ces populations. Vous voyez que des populations qui étaient modérément résistantes sont devenues totalement résistantes. Donc c'est évolutif, ça dépend des pratiques des apiculteurs, de la pression de sélection qui s'appuie sur les populations de varroa. Et l'hétérogénéité également des résultats qui montrent qu'un résultat valable sur une exploitation n'est pas transférable à l'ensemble du territoire. Et que la réponse elle est vraiment à l'échelle très très locale. La mutation cible sur l'amitrase, j'en ai pas parlé, j'ai décrit les mutations cibles sur le tofluvalinate. Il existe des mutations prouvées depuis 2021, voilà, prouvées depuis 2021 sur le site cible de l'amitrase. Plusieurs mutations ont été identifiées, des mutations différentes aux États-Unis, en Espagne et en France. Donc, ça y est, on a la preuve que des mutations existent sur et également la cible de l'amitrase qui est l'octopamine. Donc, le test phénotypique nous permet aussi de déterminer si les populations sont résistantes à l'amitrase, mais on a aussi la preuve que la cible a été modifiée sur certaines populations qui ont muté. L'état des lieux pour le tofluvalinate, pareil que pour l'amitrase, donc entre 2018 et 2019 pour la carte de gauche, sur une période un peu plus importante, 2018-2023 sur la carte de droite, on voit qu'on retrouve notre hétérogénéité de nos résultats, notamment en région Grand Est et Centre-Val de Loire. Mais qu'on a aussi des populations qui sont sensibles au tofluvalinate, avec une évolution dans le temps en fonction de l'utilisation des médicaments et de la pression de sélection qui s'exerce sur ces populations. Une fois qu'on a sélectionné, alors pas intentionnellement, mais on va sélectionner des populations de varroa qui sont plus résistantes en fonction de l'utilisation des médicaments qu'on va utiliser, si on arrête d'utiliser ces molécules pendant une certaine période, on va retrouver des populations sensibles. En fait, le varroa, ça lui coûte énergétiquement, d'un point de vue reproduction, d'être résistant aux molécules acaricides. Donc si on supprime la pression de sélection par l'utilisation de ces médicaments, il va retrouver au bout d'un certain temps une certaine sensibilité à ces molécules. C'est ce qu'on appelle la période de réversion. Combien de temps il faut, au moment où j'arrête l'utilisation de la molécule, pour retrouver une population sensible. Donc ça a été défini pour le tofluvalinate par exemple. Donc là, on est sur en bleu, vous avez une population qui est sensible, WSS, et résistante en rouge. Donc là, c'est la distribution de la population de varroa lorsque des colonies n'ont pas été traitées pendant plus de 2 ans à la piston, et donc au tofluvalinate. Donc on a 97% des varroa qui sont sensibles. Par contre, si on l'utilise pendant 2 ans,
on va retrouver 70% de nos varroa qui vont être résistants. Donc la période de réversion, elle existe. Par contre, il faut mettre en place des rotations de molécules pour éviter de se retrouver dans des cas de résistance importants qui entraînent un défaut d'efficacité de nos médicaments et une surmortalité de nos colonies d'abeilles. Là, vous avez un tableau qui met en évidence le fait que c'est vraiment ciblé sur la mutation de la cible, c'est-à-dire que sur les varroa, on a défini des populations de varroa qui avaient un phénotype qui était sensible, et on a défini des populations de varroa avec un phénotype résistant au tofluvalinate. Dans 97% des cas, ils avaient un phénotype sensible, la mutation n'apparaissait pas. Donc ils avaient le génotype en lien avec la mutation. Par contre, dans 63% des cas, on avait un phénotype résistant et on avait la preuve par la mutation de la résistance. Ça veut dire que dans 40% des cas, on a un phénotype résistant, mais on n'a pas mutation de la cible. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la mutation explique, mais seulement en partie, la résistance de nos populations de varroa au tofluvalinate dans ce cas-là, mais aux acaricides en général. Le reste des varroa, potentiellement, c'était par de la détoxification qu'ils arrivaient à être résistants à la molécule. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que ce test de génotypage est un outil très important, très, très puissant. Par contre, il n'est pas suffisant pour déterminer si une population est résistante, notamment au tofluvalinate. Donc, est-ce que la résistance permet d'expliquer totalement la baisse d'efficacité de nos médicaments? C'est une partie de la réponse que je viens de vous donner, mais en tout cas, l'idée, c'était de partir sur une modélisation de ces données. Bon, ça, c'est pour ceux qui aiment les maths, hein, je vous l'ai mis, mais on ne va pas s'attarder dessus. L'idée, c'était de pouvoir définir des modèles qui permettraient d'expliquer le manque d'efficacité de nos médicaments en fonction de profils résistants dans la population de varroa. Donc on a toutes les données d'entrée qui vont permettre d'expliquer le modèle, enfin de le déterminer. C'est un modèle qui est assez ancien, qui date de 99, qui permet d'expliquer les processus de progression des populations d'abeilles dans les colonies, les quantités de couvain, etc. Ce qui est important pour nous de définir pour pouvoir modéliser l'évolution des populations de varroa dans nos colonies d'abeilles. Et décidément, je ne vais pas y arriver. Ok. Donc, si on applique une lanière qui possède une efficacité de 99% dans nos ruches, on va arriver à stabiliser nos populations de varroa d'année en année dans nos colonies d'abeilles. Ok ? Donc ça, c'est quand tout marche bien, c'est quand tout marchait bien, il n'y avait pas de problème. Ça suffisait pour maintenir les populations de varroa à des seuils suffisamment bas pour éviter de partir en varroise et que ce soit pathologiquement impactant pour nos colonies d'abeilles. Si l'efficacité passe de 99% à 95%, ce qui est, entre parenthèses, le seuil demandé par les autorités pour l'autorisation d'AMM pour les médicaments sur le marché en conventionnel, en fait, on voit qu'on n'arrive pas à stabiliser notre population de varroa et qu'on a une croissance de nos populations de varroa qui deviennent ça devient pathologique pour nos colonies d'abeilles, ce qui impacte tout ce qu'on a vu en début, c'est-à-dire une baisse de la production de miel, une baisse de l'immunité de nos abeilles et donc une mortalité accrue dans nos colonies d'abeilles. Donc le simple passage de 99% à 95% est énorme en termes d'impact sur la qualité, sur l'efficacité des médicaments et donc sur la survie et le bien-être de nos abeilles. Donc là, on va décliner, voir ce que ça amène en termes de résistance. Si on a une résistance dans nos colonies d'abeilles, en fonction du niveau de cette résistance, comment ça va impacter l'efficacité de nos médicaments vétérinaires.
C'est-à-dire que le lien, il n'est pas direct. C'est pas parce qu'on va faire un test phénotypique qu'on va retrouver des varroas résistants à 90% qu'on va avoir 10% d'efficacité de nos médicaments. Le lien, il n'est pas direct comme ça. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que si on a une absence de résistance dans nos colonies d'abeilles, on va avoir une efficacité qui est proche de 99%. Il y aura toujours des résultats, rien ne marche à 100%, et on a toujours quelques varroas qui se trouvent dans la boîte, par des faits de dérive, de réinfestation, etc., ce qui vont faire qu'on va repartir l'année prochaine avec une certaine charge de varroa. Si on a une résistance de notre population à 20%, on va diminuer l'efficacité de nos médicaments directement à 97%. Si on a une résistance à 40% dans notre population d'abeilles, notre médicament il ne marchera plus qu'à 92%, avec l'effet qu'on a vu juste avant sur la diapo d'avant. Si on a une résistance qui est catastrophique à 60%, notre médicament il ne marche plus qu'à 80%. Pourquoi il marche quand même à 80%? Parce qu'on a quand même une mortalité de nos varroas pendant le traitement qui meurt de vieillesse. Globalement, on a une mortalité naturelle de nos varroas, puisqu'on va mesurer la mortalité de nos varroas pendant toute la période de traitement qui dure 10 semaines pour la pieuvre. Donc on a corrélé ça avec les observations terrain, et on a, nous, avec des phénotypes de varroa résistants à 60%, on a une efficacité moyenne qui vient de 80% sur les colonies traitées, ce qui valide en quelque sorte le modèle qu'on a pu développer en laboratoire. Donc la résistance à la mitrose, elle est confirmée en France, mais aussi dans le monde entier. Il y a des articles qui sont sortis aux États-Unis, en Espagne. Donc la résistance à la mitrose, elle est confirmée. C'est pas étonnant, puisqu'en même temps, quand on utilise des substances actives pendant une durée aussi longue, c'est normal que la résistance apparaisse. Il y a une certaine adaptabilité des varroas aux substances, donc c'est tout à fait normal d'en avoir. La période de réversion du tofluvalinate, elle est supérieure à 2 ans. Nous, on est plus proche des 4 ans en termes de réversion du tofluvalinate, pour être sûr, sur les populations. Sur la partie amitrase, elle n'a pas été déterminée. On ne connaît pas la période de réversion de l'amitrase. C'est très compliqué, puisque, comme vous l'avez vu, comme elle est largement utilisée, l'amitrase, c'est compliqué de trouver des populations qui n'ont pas été en contact avec la substance pendant une période assez importante. Donc la mise en place de stratégies de lutte, que ce soit avec d'autres molécules, acide oxalique, hors période d'hivernage, encagement des rennes, lutte zootechnique, etc., est indispensable pour maintenir une apiculture durable et pour garder une certaine efficacité de nos méthodes pour limiter les populations de varroa dans nos colonies d'abeilles. Oui. Alors, moi, je n'ai pas de données. Oui, on peut s'attendre à ce qu'elle soit plus courte. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais on peut s'attendre à ce qu'elle soit plus courte parce que quand on a une population résistante, on va chercher à quelle dose, il faut multiplier la dose initiale pour voir l'impact qu'on a, pour avoir le même impact sur la population de varroa. J'ai une population de varroa qui est résistante au tofluvalinate. Globalement, pour retrouver la même efficacité, il faut que je fasse fois 200 en termes de concentration au tofluvalinate pour retrouver la même efficacité. Pour la mitrase, on n'est pas du tout sur ces ordres d'échelle, on est plutôt sur du x10, x20, donc 10 fois moins. Donc cette information peut montrer effectivement que la période de réversion de la mitrase serait plus courte. Voilà, c'est des hypothèses en tout cas, mais effectivement. La réduction de la pression de sélection par la lutte alternée est un moyen justement d'avoir des stratégies de lutte. La lutte alternée, je vous en ai parlé, l'encagement. La bithérapie peut être une solution également. Alors quand on parle de bithérapie, ce n'est pas un mélange des molécules dans la boîte. On ne met pas 2 traitements ayant 2 substances actives différentes au même moment dans la colonie. Ça, c'est strictement interdit. On n'a pas mesuré les impacts d'un mélange de molécules, la synergie entre les molécules, donc ça c'est interdit. Quand on parle de bithérapie, on va utiliser des médicaments en successif. Okay. Donc un thymol suivi d'un acaricide de synthèse ou suivi d'une lutte avec acide formique ou acide oxalique. Le traitement en mosaïque est utilisé dans les autres filières agricoles, il peut être aussi utilisé
en apiculture, donc c'est plusieurs substances actives dans un même rucher. Vous avez un rucher de 30 ruches, ben vous allez en traiter la moitié avec une substance active, une autre moitié avec une autre, ce qui permet que si vous avez des populations résistantes, en cas de dérive, elles se trouvent en présence d'une autre molécule qui permet de limiter les problématiques de réinfestation dans les ruchers à la suite d'échecs de traitement dans vos ruchers. Contrôler le niveau de résistance alors en pré-traitement, c'est-à-dire avant le traitement, de pouvoir définir si vous avez des phénotypes de varroa qui sont résistants à l'une ou l'autre des molécules, permet également d'intégrer une lutte plus raisonnée et plus, savoir ce qu'on met savoir à quel niveau de résistance sont les varroas que vous avez dans vos colonies, permet d'avoir un avis éclairé sur le choix des molécules que vous allez pouvoir utiliser. Et contrôler l'efficacité des traitements en post-traitement, c'est aussi intéressant également. Okay. Typiquement, en termes de choix à la décision, c'est ce qu'on retrouve là, c'est-à-dire qu'un test phénotypique en pré-traitement permet de, si on a une résistance sensible, une population sensible, de pouvoir anticiper, d'envisager un traitement avec une très bonne efficacité. Si on a une population résistante, là, la question du choix de la molécule va se poser et on va tout de suite anticiper un traitement hivernal, voire un traitement de rattrapage à l'issue du premier traitement. Et si on se retrouve en présence de populations résistantes, là, on peut anticiper un échec du traitement. Donc, on va plutôt faire le choix d'une autre molécule ou d'une autre méthode de traitement. Oui, ça je le confirme. C'est une très mauvaise pratique avicole. En fait, quand on va augmenter les durées de traitement, on va favoriser l'apparition de résistantes. Une présence latente des médicaments, quels qu'ils soient, à long terme, favorise l'apparition de résistance. J'en finis, je pense qu'après on va ouvrir aux questions. Je remercie toute l'équipe qui a participé au programme, ainsi que l'Université de Valence qui nous a apporté un gros soutien, l'ANSES et l'IRABI qui a apporté le projet. Voilà, merci à tous.